On attend un peu qu'il y ait un peu plus de spectateurs. Excusez-moi. Alors, excusez-nous. Bonsoir tout le monde. Sahab Tourkoum. Excusez-nous un peu pour le retard parce qu'il y a eu un peu de quelques problèmes techniques de ma part. J'espère que ça ne se reproduira plus. Alors, nous avons l'invité du soir, Monsieur Massensen Cherbi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, salam Azoul. Sahaf Torak, monsieur. Alors, notre invité de ce soir, c'est Monsieur Massensen Cherbi, constitutionnaliste. Il a soutenu une thèse en droit avec un sujet de thèse sur la constitution algérienne révisée par la loi du 6 mars 2016. Les limites du constitutionnalisme algérien à travers ce sujet. Il a notamment étudié les différentes constitutions et petites constitutions algériennes en remontant jusqu'au débat parlementaire de l'Assemblée nationale constituante algérienne de 1962 à 1963. C'est une thèse de droit interne, mais aussi de droit comparé, notamment avec les constitutions marocaines, tunisiennes et françaises. Monsieur Massensen Cherbi a étudié le droit des affaires des pays arabes ainsi que le droit privé et l'histoire du monde byzantin arabe et méditerranéen. Donc, la parole est à vous, monsieur, si vous voulez ajouter quelques détails. Non, donc effectivement, j'ai fait ma thèse en droit sur la constitution algérienne en vigueur et en comparaison avec toutes les constitutions algériennes antérieures et petites constitutions, et en étudiant notamment aussi les débats parlementaires de l'Assemblée nationale constituante qui sont conservés à Aix-en-Provence, 62-63 effectivement. Et auparavant, j'ai un parcours classique en droit. J'ai fait un master 2 en droit privé. J'ai fait un LLM en droit des pays arabes aussi, effectivement. Et à côté, j'ai une grande passion pour l'histoire. J'ai aussi fait un master 2 en histoire de l'islam médiéval. Et d'ailleurs, dans les questions constitutionnelles, juridiques, je m'intéresse aussi du coup beaucoup aux questions identitaires, ce qui est en lien avec mes études, les études que j'ai faites en parallèle en histoire. Car il y a beaucoup d'identité dans les constitutions et la législation algérienne. Voilà. Daïberk, merci beaucoup. Alors, on va démarrer avec la première question, monsieur Massensen Cherbi. Est-ce que vous avez vu le brouillon de la Constitution que le pouvoir en place a publié récemment? Et quel est votre commentaire sur ce contenu en laissant de côté la démarche et la légitimité de ce produit, car on y reviendra par la suite, justement, si c'est oui, bien sûr. Et que pensez-vous de la survie du tiers présidentiel à cet avant-projet de constitution, de l'éventuel changement de stratégie militaire, ainsi que la proposition qui consiste à remplacer la Cour constitutionnelle par une assemblée constitutionnelle? Donc globalement, le texte de la révision, de l'avant-projet de révision constitutionnelle de 2020 s'inscrit dans la continuité déjà des révisions constitutionnelles de 1996 et de 2016. On est dans une continuité totale. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des dispositions relatives à l'organisation des pouvoirs publics qui ne changent pas fondamentalement le régime, voire même qui le renforcent. Et j'en donnerai des exemples. Et de l'autre, pour maquiller le maintien des dispositions autoritaires, que je vais citer, on promulgue, on proclame un certain nombre de droits qui sont très très beaux, hein, des droits très importants, etc., que personne ne contesterait, hein, comme par exemple la condamnation de la maltraitance des femmes, etc., ça c'est évidemment. Mais c'est pour maquiller finalement le maintien du régime autoritaire
Et alors, je vais vous donner les exemples, hein, si vous voulez, puisqu'en fait, pratiquement rien n'a changé, l'essentiel a été conservé. On va revenir sur le tiers présidentiel. Le président de la République est toujours seul à l'initiative de la révision de la Constitution. Article 7, alinéa 2, la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Belle proclamation. Mais le pouvoir souverain par excellence, le pouvoir souverain, c'est le pouvoir suprême. Il n'y a pas de pouvoir au-dessus. Qui dispose du pouvoir souverain au-delà des proclamations formelles dans la Constitution, comme par exemple la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple, article 7, alinéa 2. Quand vous dites que, article 208, alinéa 1er, seul le président de la République est à l'initiative de la révision de la Constitution. Seul le président de la République en Algérie. Ni le peuple, ni le Parlement. Cela signifie que le souverain matériel, au-delà des proclamations formelles, dans cette Constitution, est le président de la République. Le peuple n'est pas souverain, n'est pas matériellement souverain. Il l'est formellement, matériellement, uniquement le président de la République est à l'initiative de la révision de la Constitution. Et ce, depuis 1976, et ça n'a pas changé d'un iota dans la Constitution actuelle. Alors que, dans toutes les autres constitutions maghrébines, toutes, mauritaniennes, marocaines, tunisiennes, projet de constitution libyen de 2017, et même au Proche-Orient, dans toutes ces constitutions-là, l'initiative constituante de la révision constitutionnelle est partagée avec le Parlement. Mieux encore, dans certains pays, comme la Suisse par exemple, c'est le peuple qui est lui-même directement qui peut être directement à l'initiative de la révision de la Constitution. En Algérie, uniquement le président de la République peut être à cette initiative-là. Ce qui est une disposition extrêmement autoritaire qui date de 1976, parce que la première constitution de 1963, elle était partagée avec le Parlement, et elle a été maintenue. L'une des grandes revendications du Hirak, je ne vous l'invente pas, c'est la souveraineté du peuple. Il n'y a aucune matérialisation de cette souveraineté dans le projet de révision constitutionnelle. Il y a certes un droit de pétition qui a été reconnu, mais le droit de pétition, c'est vous pétitionner. Vous demandez aux autorités publiques de s'intéresser à un sujet que vous leur soumettez, et elles doivent donner une réponse, mais elles ne sont pas du tout liées par votre demande. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, et ça existe au Maroc en fait depuis 2011, ce droit de pétition-là, au niveau local et au niveau national au Maroc. Donc ils ont sans doute repris ça de la constitution marocaine, qui a beaucoup inspiré la constitution algérienne à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2016. Et donc il n'y a aucune matérialisation de la souveraineté du peuple, aucune. Rien n'a changé là-dessus. D'accord? Le peuple est toujours, est toujours un mineur, tenu par ses représentants, et son représentant principal est le président de la République. Je répète, dans toutes les autres constitutions maghrébines, cette initiative de la révision constitutionnelle est partagée avec le Parlement, et même ailleurs, dans certains pays qui sont beaucoup plus en avance, le peuple a lui-même directement cette initiative-là. Il est matériellement, au-delà des proclamations formelles, souverain. Donc ici, rien n'a changé. Et ce depuis la Constitution de 76 qui est à l'origine de notre Constitution actuelle. Je continue. Le président reste seul à l'initiative du référendum. Le peuple ne peut pas être lui-même à l'initiative du référendum. Je donne un exemple en Suisse. Le peuple peut, 100 000 citoyens suisses peuvent signer un document dans lequel ils font une proposition de révision de la Constitution et automatiquement, personne n'a discuté de ça, la proposition de révision de la Constitution est soumise automatiquement à un référendum. D'accord? Ça, c'est un référendum d'initiative populaire qui est décidé par le peuple, pas par les représentants. Ça existe en Suisse, ça existe en Californie, etc. Ça n'existe pas du tout en Algérie. Qui a une seule initiative de la révision de la Constitution en Algérie? Le président de la République. C'est-à-dire que ce n'est pas un référendum à proprement parler. C'est ce qu'on appelle péjorativement un plébiscite. En référence au plébiscite dit césariste, bonapartiste. Vous savez, c'est le général Bonaparte qui, après son coup d'État en 1799, a fait ratifier son régime autoritaire par des référendums, qu'on appelait à l'époque des plébiscites. Et son neveu, lui, Napoléon Bonaparte, a fait la même chose. Mais c'est des référendums par le haut, pas par le bas, décidés par le peuple, mais par le haut. Et c'est-à-dire de la haute sphère politique. Voilà, c'est ça. C'est pas le peuple lui-même qui décide de ce référendum et décide sur quoi va porter ce référendum. Cas typique, c'est l'exemple mondial le plus connu, c'est la Suisse là-dessus. Donc rien de tout ça en Algérie. Hein. Uniquement le président de la République est à l'initiative du référendum. Ça, rien ne change. Par ce biais,
par le référendum, le président de la République peut être à l'initiative d'une révision de la Constitution, mais aussi d'une loi, etc. Bref. Certes, le président de la République ne dispose plus du pouvoir de prendre des ordonnances en période d'intercession parlementaire, c'est-à-dire lorsque le Parlement est en vacances parlementaires, et ce 2 mois dans l'année actuellement, juillet-août, grosso modo. Ça, c'était un pouvoir qui datait de la Constitution de 1976 du colonel Boumedienne, qui avait été limité en 1988 et supprimé en 89 avant d'être réintroduit en 1996. Ce pouvoir-là a été supprimé sauf exception. Néanmoins, et vous allez voir, le président conserve un pouvoir normatif considérable au-delà de l'initiative de la révision constitutionnelle et du pouvoir référendaire, puisque le président de la République conserve le pouvoir réglementaire autonome. Qu'est-ce que le pouvoir réglementaire autonome? Tout ce qui ne relève pas de la loi relève du pouvoir réglementaire autonome. Dans la Constitution algérienne, tout comme dans la Constitution française de 1958, vous avez une partie où vous avez le domaine de la loi. Tout ce qui est du domaine de, vous avez le domaine de la loi, et tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement, le règlement autonome, par opposition au règlement d'application. On applique les lois par des règlements. Là, c'est un règlement, ce qu'on appelle le règlement autonome. Et le président de la République dispose du pouvoir réglementaire autonome, toujours dans cette révision constitutionnelle. Ça, c'est pour le pouvoir normatif qui est absolument considérable du président de la République. Mais encore, le président de la République dispose d'un pouvoir de nomination, lui aussi, absolument considérable. Il nomme les walis, il nomme les généraux. Les walis, comme vous le savez, il n'y a pas de décentralisation en Algérie, il y a une déconcentration. Pas de décentralisation, déconcentration. Et les walis sont ceux qui, finalement, appliquent la politique du président de la République à travers les wilayas, et ce sont ceux qui ont des quasi pleins pouvoirs, on peut le dire, dans les wilayas. D'accord ? Rien ne change là-dessus. Il les nomme, donc les walis, les généraux, et il nomme encore un tiers des membres du Conseil de la Nation, Medjlis el-Oumma. C'est la chambre haute du Parlement qui a été créée en 1996, qui est un des mécanismes de l'autoritarisme algérien, un des nouveaux mécanismes de l'autoritarisme algérien. Pourquoi ? Parce que le président nomme un tiers des membres. Vous imaginez un Parlement dans lequel le président nomme un tiers des membres? C'est radicalement autoritaire. Et via ce tiers présidentiel, le président de la République dispose d'un droit de veto indirect sur les lois adoptées par le Parlement, puisqu'on peut penser que ce tiers présidentiel lui est acquis, d'accord ? Puisqu'il en a nommé les membres. En outre, il faut savoir que le président, j'avais oublié pour la partie normative, il dispose d'un pouvoir de prendre ça a été maintenu, hein, d'un pouvoir d'opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement. C'est-à-dire que si le Parlement vote une loi, le président peut opposer son veto. D'accord ? Par le biais du tiers présidentiel. Non, le tiers présidentiel, c'est un deuxième veto, en plus. C'est un veto indirect. Le président a plein de veto en Algérie, c'est exceptionnel. Donc, il a un veto ordinaire et un veto un peu caché, si vous voulez, par derrière, qui est le tiers présidentiel et qui est maintenu. Même dans la constitution égyptienne, la constitution égyptienne de 2014, qui n'est pas un parangon de démocratie, hein, je n'ai pas de scoop dans ce que je vais dire ici, eh bien, la constitution égyptienne, le président égyptien peut seulement nommer, il peut déjà, donc il n'est pas obligé, il peut nommer l'équivalent de 5% du Parlement monocaméral. Il peut nommer l'équivalent de 5% des députés du Parlement monocaméral. Eux, ils n'ont qu'une seule chambre dans leur Parlement, les Égyptiens, dans la constitution actuelle. En fait, le tiers présidentiel a tout vraisemblablement été repris d'une révision de la constitution égyptienne dans les années 80, où effectivement, ils avaient introduit pour la chambre haute de leur Parlement le tiers présidentiel. Mais même dans leur constitution actuelle, ils l'ont supprimé, ce tiers présidentiel, les Égyptiens, vous voyez, tout aussi autoritaire qu'elle soit. Hein. Le président peut seulement nommer l'équivalent de 5% et il peut des députés en Égypte. Donc c'est très autoritaire, hein, ce tiers présidentiel, il est maintenu. Par ailleurs, le président dispose encore de ses pouvoirs exceptionnels qui sont le pouvoir de décréter l'état d'exception, l'état de siège et l'état d'urgence. Certes, désormais, à la différence des périodes précédentes, il y a un délai limite
durant lequel le président peut appliquer l'état de siège, l'état d'exception, l'état d'urgence. Délai après lequel le Parlement doit ratifier la prolongation de l'état d'urgence, de l'état de siège ou de l'état d'exception. D'accord? Cette fois-ci, ils ont donné ce délai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 1996, ils avaient prétendu limiter ces pouvoirs exceptionnels en prévoyant que la prolongation de l'état de siège, de l'état d'urgence ou de l'état d'exception, la prolongation de l'état de siège et de l'état de siège et de l'état d'urgence, en 1996, on l'avait soumise à un accord du Parlement. À un accord du Parlement. Sauf qu'en 1996, on n'avait pas précisé quelle était la période durant laquelle le président pouvait appliquer initialement l'état d'urgence ou l'état de siège. Ce qui fait que le président de la République pouvait très bien promulguer l'état d'urgence ou l'état de siège pour 100 ans, sans donner de limite, etc. D'ailleurs, l'état de siège en Algérie, comme vous le savez, a été abrogé. L'état d'urgence, pardon, a été abrogé en Algérie en 2011. Hein, c'est-à-dire alors qu'il avait été proclamé en 1992 hein, et reconduit sans limite en 1993. Mais donc maintenant on a un délai qui est précis dans la Constitution, enfin dans l'avant-projet. Oui, mais si le président décide abusivement d'user de l'état d'urgence, de l'état de siège ou de l'état d'exception, si durant le premier délai, avant de demander l'autorisation du Parlement pour une prolongation, il y a des dépassements, des abus, comment remettre en cause la responsabilité du président de la République? Comment le sanctionner? Parce que, en droit, quand on vous donne de forts pouvoirs, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est que vous devez être responsable. Qu'on doit pouvoir vous sanctionner si vous avez fait n'importe quoi. D'accord? Eh bien, là-dessus, le président algérien, tout comme depuis la Constitution de 1976, malgré les pouvoirs exorbitants que je viens de citer, dont il dispose, reste irresponsable politiquement. On ne peut pas le renverser par une motion de censure, comme dans la Constitution de 1963. Irresponsable politiquement, irresponsable pénalement. Il ne peut pas être destitué à l'issue d'une procédure d'impeachment. Il n'y a pas d'impeachment comme aux États-Unis. Dans la Constitution algérienne, il y a depuis 1996 la haute trahison pour le président de la République. Sauf que pour que cette haute trahison puisse être appliquée, il faut mettre en place la haute cour de justice, la haute cour de l'État. Et cette haute cour de l'État, pour qu'elle soit mise en place, il faut une loi organique d'application. Cette loi organique d'application n'a jamais été promulguée depuis 1996. Et d'ailleurs, quand bien même cette haute cour de l'État proclamerait, déciderait que le président a bien commis une haute trahison. Donc, actuel article 177 de la Constitution, hein, vous pouvez vérifier. Quand bien même elle proclamerait que le président a bien commis une haute trahison, la Constitution ne précise aucunement la sanction de cette haute trahison, la destitution. Donc, il n'y a aucun moyen de renverser, de destituer le président qui pourtant dispose de pouvoirs exorbitants. La contrepartie de ces pouvoirs exorbitants, c'est la responsabilité. Eh bien, il n'y a aucun moyen de destituer ce président-là sur le fondement d'une responsabilité politique ou d'une responsabilité pénale. Et même pour la maladie grave et durable. Vous vous souvenez que le président précédent était atteint depuis 2013 d'une maladie grave et durable, c'était patent, c'était voyant. Et néanmoins, le Conseil constitutionnel de l'époque, on va revenir à la Cour constitutionnelle, hein, le Conseil constitutionnel n'avait jamais ouvert la procédure pour état d'empêchement. Entre autres, pour quelle raison? Entre autres, pour quelle raison? Parce que pour que la procédure soit enclenchée de l'état d'empêchement, ici, ce n'est pas une responsabilité politique ou pénale. Hein. Ici, c'est juste parce que le président est malade, gravement et durablement malade. Eh bien, la procédure relative à l'état d'empêchement, pour l'activer, il faut l'unanimité des membres du Conseil constitutionnel. L'unanimité. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul refuse d'enclencher cette procédure, ou qu'un seul soit même absent pour qu'elle n'ait pas lieu. En sachant que le président nomme un tiers des membres du Conseil constitutionnel, il y en aura au moins un qui refusera. Et c'est pour ça que, malgré qu'il était patent, qu'il était notoire que le président précédent était gravement et durablement malade, eh bien, cette procédure n'a jamais été enclenchée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la révision constitutionnelle actuelle?
dans l'avant-projet. C'est subtil, hein, il faut voir comment ils font. Donc, ils ont changé effectivement le titre de Conseil constitutionnel pour Cour constitutionnelle. Bon, là-dessus, ça va vers une juridictionnalisation plus avancée de la Cour constitutionnelle, d'accord. Le Maroc et la Tunisie l'ont déjà fait en 2011 et 2014. Hein. Au Maroc et en Tunisie, il y a une Cour constitutionnelle. Parce que Conseil, quand vous dites Conseil comme Conseil constitutionnel en France, en fait, nous, on a copié sur la France, c'est pas nouveau. Conseil, en fait, ça amoindrit la valeur de l'organe. Vous voyez, un conseil donne que des conseils. Une cour, vous comprenez que c'est plus fort qu'un conseil. Bon. Eh bien, désormais, pour l'état d'empêchement, pour enclencher l'état d'empêchement, qu'est-ce que nous dit l'avant-projet de révision constitutionnelle? Il nous faut une majorité des 3/4 des membres du Conseil constitutionnel. Des 3/4 pour l'enclencher. C'est plus l'unanimité. Oui, mais le président de la République nomme toujours 1/3 des membres du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle. Ce 1/3, c'est une minorité de blocage. Vous voyez? Justement sur ce point-là, si vous permettez, excusez-moi, je préfère revenir à la deuxième ou troisième question parce que nous allons voir, parce que c'est relatif. Parce que dans la deuxième question, nous avons cru comprendre à travers les récents discours du chef de l'État que le gouvernement serait formé sur la base des résultats des élections législatives, donc une majorité parlementaire. Est-ce que cela est-il inscrit dans l'avant-projet de cette constitution? Et est-ce qu'il y aurait un quelconque moyen d'obliger le président de la République à consulter le Parlement lors de la formation, par exemple, de son gouvernement? Alors, en fait, ce n'est pas du tout nouveau. C'est ce qui a été introduit dans la Constitution en 2016. Rien de nouveau, rien de neuf. Et j'ai le projet, j'ai l'avant-projet de révision de la Constitution. Ils n'ont rien changé là-dessus. D'accord? En fait, ils prétendent appliquer ce qui a été introduit dans la révision constitutionnelle de 2016. Et en Algérie, attention. Donc, ça n'a pas changé. Hein. J'ai l'avant-projet, ça n'a pas changé. Le président a seulement l'obligation de consulter, écoutez bien, de consulter la majorité parlementaire. Consulter. Il consulte. Je vous consulte, je vous demande votre conseil. Et puis, j'en fais ce que j'en veux de votre conseil. Je peux passer outre votre conseil. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est qu'un conseil. Ça n'a rien d'impératif. Il n'est pas tenu par la majorité parlementaire. Il doit juste l'entendre. Entendre le vœu pieux de la majorité parlementaire. Quant à lui, il peut nommer absolument qui il veut. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Maroc et la Tunisie... Parce que voilà, et c'est pas du tout nouveau. Hein. Le Maroc et la Tunisie... Le Maroc et la Tunisie, en 2011 et 2014, ont introduit en fait ce type de disposition. Sauf qu'ils l'ont introduit beaucoup plus précisément, et je vais vous donner les exemples, si je trouve. Alors, le Maroc et la Tunisie, c'est pas consulté qui est écrit dans les constitutions marocaines et tunisiennes. Hein. La constitution la plus précise étant la constitution tunisienne de 2014. Alors, je vais vous retrouver ça. Hop, hop. Alors, je suis désolé, hein, là, il faut que je recherche, mais je vais trouver tout de suite. Non, allez-y, allez-y. Alors, je recherche dans ma thèse, tant qu'à faire. Alors, hop. Alors, le Premier ministre, voilà. Alors. Donc, qu'on appelle maintenant chef du gouvernement. Je reviendrai là-dessus, hein, sur le chef du gouvernement. Alors, le président de la République nomme le chef du gouvernement, la majorité parlementaire consultée. Consultée. On demande son avis. On peut passer outre son avis. Allons voir ce qu'ont fait les Marocains et les Tunisiens. Alors, le roi marocain, le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants et au vu de leurs résultats. Je répète, le roi nomme. Il nomme, pas il peut nommer, pas il consulte, il nomme. Le présent de l'indicatif valant impératif. Le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants. Donc, il est obligé de nommer, parmi le parti politique arrivé à la tête dans la Chambre des représentants, la Chambre des représentants, c'est la Chambre basse marocaine, il est obligé de nommer le chef du gouvernement au sein de ce parti. Alors, par contre, quelle est l'ambiguïté de ça? C'est que le roi a le choix. Il peut nommer qui il veut. Il n'est pas obligé de nommer le leader de la majorité parlementaire. Il peut nommer
une illustre personnalité obscure au sein de cette majorité parlementaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'époque de la 4e République française, c'est ce qui était fait en fait par les présidents qui avaient très peu de pouvoir à l'époque. Mais le peu de pouvoir qu'ils avaient, généralement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand il y avait des élections législatives, en fait, ils ne nommaient pas le chef de la majorité parlementaire, mais ils nommaient au sein de cette majorité parlementaire, de la coalition parlementaire, des gens qui n'étaient pas en fait très charismatiques entre guillemets, de sorte à ce qu'il n'ait pas un, comment dire, un pouvoir de direction sur la majorité parlementaire. Bon, alors ça c'est au Maroc. Maintenant on va en Tunisie. En Tunisie, vous allez voir, c'est beaucoup plus précis. Et vous comprendrez pourquoi, parce qu'en Tunisie, c'est une constitution qui est issue d'une constituante, donc d'un processus démocratique, par le bas. Alors, qu'est-ce qui est écrit en Tunisie? On vérifie. Alors, hein, je suis désolé, je vérifie. Alors, voilà, la constitution tunisienne. Dans un délai d'une semaine avant la proclamation des résultats définitifs des élections, le président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l'Assemblée des représentants du peuple de former le gouvernement dans un délai d'1 mois renouvelable une seule fois. Donc, en Tunisie, le président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. Il ne nomme pas qui il veut, il est obligé de nommer le candidat du parti politique ou de la coalition électorale qui a remporté les élections. C'est-à-dire qui décide qui va être le futur chef du gouvernement en Tunisie? Eh bien, c'est le parti politique qui a remporté les élections ou bien la coalition politique. Vous voyez? Exactement. C'est Donc, pas le majoritaire. de nomination, voilà. Donc, c'est la majorité parlementaire. Voilà, c'est ça. En Algérie, le président doit juste consulter. Il demande avis. Il consulte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de votre conseil. Et il nomme qui il veut. D'accord? Donc, si on comprend bien, c'est que le président peut mettre de côté l'avis de. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis 2016 au passage. Hein. C'est aucun changement. Et en plus, consulter, c'est consulter, ça veut rien dire. Hein. Consulter, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu. Consulte. Donc ça, c'est la constitution tunisienne de 2014. Hein. C'est pas la constitution tunisienne de Bourguiba, etc. Hein. C'est pas la constitution autoritaire. Ça, c'est la constitution démocratique 2014 que je viens de citer. Donc là-dessus. Alors oui. Alors maintenant, on nous dit, on est passé d'un premier ministre à un chef du gouvernement. Bon, alors on joue un peu sur les mots, hein, parce que vous savez, en Angleterre, on appelle ça le prime minister, le premier ministre. Premier ministre. Et il est réellement, il est plus puissant qu'un président de la République, le premier ministre anglais. Pourtant, dans ce qu'on appelle le régime parlementaire par excellence. Hein. Bon. Mais en Algérie, il y a une symbolique là-dessus, parce que la première fois qu'on a créé le poste de premier ministre, facultativement, c'était en 1976. Et à l'époque, le premier ministre avait très très peu de pouvoir. Et puis en 1988, juste un peu à la suite d'octobre 88, on a introduit le poste de chef du gouvernement à la place de premier ministre, ce qui était censé renforcer la place de ce premier ministre, en l'appelant désormais chef du gouvernement, premier ministre qui devenait pour la première fois responsable devant le Parlement. D'accord? De façon extrêmement limitative. Et finalement, on est revenu à 1988 avec ce chef du gouvernement qui existait dans les constitutions de 88, de 89 et de 1996, titre de chef du gouvernement qui a été supprimé en 2008 au profit de Premier ministre. Sauf que, y compris en 1988, et ça n'a pas changé dans la révision actuelle, en 1988-89, la constitution algérienne était une constitution dualiste. Ce qu'on appelle aussi orléaniste. Qu'est-ce que ça signifie? L'orléanisme, en droit constitutionnel, c'est un régime politique qui tire son origine en fait de la pratique constitutionnelle de Louis-Philippe, roi des Français entre 1830 et 1848, dans laquelle le chef du gouvernement est à la fois responsable, le gouvernement est à la fois responsable devant le Parlement, mais aussi devant le roi, le président de la République. Le président de la République, le roi, peut révoquer le chef du gouvernement, tout comme le Parlement. Les deux peuvent révoquer le chef du gouvernement. Mais du coup, avec ce type de régime-là, le roi ne fait pas que régner,
le roi gouverne, parce que c'est lui qui nomme et qui révoque. Il peut révoquer le chef du gouvernement. Et en Algérie, c'est jamais le Parlement qui a révoqué le chef du gouvernement, hein, le Premier Donc ministre. le roi, là, il a une double fonction. Exactement. Mais le roi n'est pas seulement un symbole, n'est pas seulement le roi gouverne réellement parce qu'il a un pouvoir de direction sur le Premier ministre, parce qu'il peut le révoquer. Donc le Premier ministre, le chef du gouvernement, est obligé d'appliquer sa politique. Parce que s'il n'applique pas la politique du président de la République, le président de la République va le révoquer. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien. 1988 en Algérie. Qui a été le premier chef du gouvernement en Algérie? Le premier. Qasdim Erbah, vous vous souvenez? L'ancien chef de la sécurité militaire, qui était militaire, puis qui est devenu secrétaire général de l'armée. Voilà, c'est ça. Donc, il est devenu chef du gouvernement en 1988. Juste au moment de la révision constitutionnelle de 88, qui a recréé le poste de chef du gouvernement. Et cette révision constitutionnelle de 88, elle a introduit pour la première fois une responsabilité devant le Parlement. Un an plus tard, le colonel Chadli a voulu le révoquer. Et qu'est-ce qu'a dit le chef du gouvernement? Mais non, moi je suis responsable devant le Parlement. Il a accepté mon programme, c'est lui qui doit me destituer. Pas vous, le président de la République. Eh bien si, le colonel Chadli l'a destitué, l'a révoqué. Parce que la Constitution lui avait maintenu le pouvoir de révocation sur le chef du gouvernement. Vous voyez le dualisme, c'est ce qu'on appelle le dualisme. Et c'est extrême, c'est autoritaire. Hein. Et du coup, là, l'actuel chef du gouvernement, avec cette révision constitutionnelle, il sera toujours soumis au président de la République, il peut le révoquer à tout moment. À tout moment, il peut le révoquer. Tandis que le Parlement ne peut le révoquer qu'à certaines conditions extrêmement limitées dans l'actuelle Constitution. Une demi-dizaine d'occasions, près de 5 occasions au cours d'une législature, dit que le président de la République, lui, peut révoquer chaque jour, à chaque heure, il peut révoquer le Premier ministre. C'est ce qu'on appelle une révocation ad nutum. Et même si la révision constitutionnelle actuelle propose de rendre le chef du gouvernement plus responsable devant le Parlement, à quoi cela sert-il? Puisque le chef du gouvernement n'a pratiquement aucun pouvoir. L'essentiel des pouvoirs est entre les mains du président de la République, qui est à l'initiative de la révision de la Constitution, qui dispose du pouvoir réglementaire autonome, qui est responsable des affaires étrangères et de la défense nationale, qui nomme walis et généraux, etc., etc. Le tout sans être aucunement responsable. Qu'est-ce que le chef du gouvernement dans la Constitution algérienne? C'est exactement comme le Premier ministre français dans la pratique présidentialiste de la Ve République. Parce que vous l'avez remarqué, la Constitution française s'inspire principalement de la Constitution algérienne, pardon, s'inspire principalement de la pratique présidentialiste française. C'est pas étonnant. Eh bien, le chef du gouvernement en Algérie, c'est un bouc émissaire. Si vous suivez la politique en France, c'est la même chose. Vous voyez, quand il y a un mécontentement, quand il y a une crise économique, quand il y a des élections où le parti majoritaire a perdu les élections locales, etc., qu'est-ce qu'on fait? On révoque le Premier ministre. On change de Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est accusé. Voilà. C'est lui qui est accusé, qui est accusé de tous les maux, etc., etc. Et ben en Algérie, on fait la même chose, voilà. Alors que c'est le président qui, en Algérie, a tous les pouvoirs. Eh bien, en cas de crise sociale, etc., qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse du Premier ministre en disant au chef du gouvernement, en lui faisant porter toute la faute des malheurs du pays. Alors que c'est le président de la République qui dispose de tous les pouvoirs. Hein. Le chef du gouvernement ne dispose de pratiquement aucun pouvoir. S'il fallait révoquer quelqu'un, c'est le président de la République. Si le Parlement devait contrôler quelqu'un et le destituer par une motion de censure, c'est le président de la République. Pas le chef du gouvernement qui ne sert pratiquement à rien, pas grand-chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors pourquoi c'est inspiré de la France? C'est inspiré de la France, encore une fois. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en France, en fait, dans la Constitution française de 1958, la Constitution française de 1958 est un régime moniste, où le gouvernement n'est responsable que devant le Parlement, pas devant le président de la République. Mais le général de Gaulle, dès 1962, a institué une pratique dualiste, orléaniste. C'est-à-dire qu'il a considéré que le chef du gouvernement, le Premier ministre, était à la fois responsable devant le Parlement, mais aussi devant lui, et que lui pouvait le révoquer. Et ceux qui suivent la politique française, c'est ce qui se passe fréquemment. Pratiquement toutes les fois où un Premier ministre est parti, c'est parce qu'il a été révoqué par le président de la République. Il n'y a qu'une seule fois où un Premier ministre a été renversé par une motion de censure du Parlement, en 1962, Georges Pompidou.
Mais en France, qui n'est qu'une pratique constitutionnelle qui n'est pas prévue par la Constitution, nous, en Algérie, on l'a mis dans le texte de la Constitution. Vous voyez? On a constitutionnalisé cette pratique autoritaire française. Donc, ce qui est extrêmement problématique. Et donc, il n'y a rien qui change au niveau du Premier ministre, hein, du chef du gouvernement, Premier ministre, rien du tout. Justement, si vous permettez, en parlant de ce point plus exactement, au vu de la démarche entreprise, là actuellement, de la volonté du régime à se maintenir au pouvoir, de l'autoritarisme et de l'hyper-présidentialisme, pardon, qui caractérise le régime algérien, est-ce que ce résultat ne serait-il pas inévitable? C'est-à-dire que, je vais vous répondre, hein. En fait, c'est une diversion. Juste, je reste sur le chef du gouvernement une minute. Vous savez que l'Algérie actuellement connaît de graves problèmes économiques suite à la baisse du prix des hydrocarbures. Un scoop. Il va sans doute y avoir des mouvements sociaux, etc. Un peu partout dans le monde. Voilà, et notamment dans les pays pétroliers qui sont en train de perdre des sommes considérables. Et sur qui on va faire porter la faute en Algérie? Quel est l'intérêt un peu de faussement renforcer les pouvoirs du président, du chef du gouvernement? C'est de faire porter la faute sur le chef du gouvernement. Le président de la République, non. Le chef du gouvernement, c'est la faute. Tout est la faute du chef du gouvernement. C'est le bouc émissaire. C'est exactement comme en France, hein, c'est copier-coller. Sauf qu'en France, c'est une pratique. En Algérie, nous, on l'a mis dans le texte. Voilà, là-dessus. Alors, parce qu'en Algérie, par contre, on a créé désormais, et ça, c'est la grande innovation autoritaire, c'est qu'on a recréé d'ailleurs le poste de vice-président. Qu'est-ce que c'est qu'un vice-président? Le vice-président, c'est le battement de cœur du président. Si le président décède au cours de son mandat, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas comme dans le modèle. Alors, auparavant, l'Algérie, elle suivait le modèle français. C'est-à-dire, en cas de décès du chef de l'État, il y a un chef de l'État par intérim, provisoire. Quelques dizaines de jours. Actuellement, le président du Conseil de la Nation, comme en France, hein, c'est repris de la France. Hein, dans la Constitution de 58, c'est le président du Sénat. Et là, désormais, on a repris le système américain. Mais vous allez voir qu'on a repris juste une petite partie, qu'on n'a pas repris le reste. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le régime américain, quand le président décède avant la fin de son mandat, quand il démissionne, quand il fait l'objet d'une procédure d'impeachment, etc., il est remplacé ensuite par son vice-président. D'accord? Et le vice-président, il termine le mandat du président antérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le délai de 90 jours, tout ça. Il termine, s'il reste encore un an, il termine les 1 an. Vous voyez? Et aux États-Unis, il peut se représenter aux élections suivantes. C'est comme ça que sont devenus présidents Johnson, par exemple, après l'assassinat de Kennedy. C'était président Johnson des années 60, c'était le vice-président de Kennedy. Bon. Alors, nuance avec le modèle américain, c'est qu'aux États-Unis, le vice-président, il est élu en même temps que le président de la République. Le président américain. On n'appelle pas ça président de la République, président américain. Il est élu. En Algérie, il est nommé par le président de la République, qui peut le nommer. C'est-à-dire qu'au courant de son mandat, il peut décider qu'il va nommer un illustre inconnu, hein, qui n'est pas du tout passé par la voie électorale, il peut le nommer vice-président. Et s'il s'en va, le président de la République algérien, eh bien, c'est lui qui devient président de la République. Et quelle est l'idée autoritariste de cette révision? C'est que désormais, avec la révision constitutionnelle, on a encore plus clairement limité les mandats présidentiels à 2. Ce qui avait déjà été réintroduit en 2016, hein, qui avait été introduit en 96, supprimé en 2008, réintroduit en 2016, mais en 2016, on avait considéré que c'était pas rétroactif. Donc, le président antérieur aurait fait son premier mandat en 2019, sous l'empire de la révision constitutionnelle de 2016. Vous avez compris? C'était pas rétroactif. Donc, voilà. Le président antérieur aurait pu refaire 2 mandats, parce que c'était 2 nouveaux mandats sous l'empire de la révision constitutionnelle. Bref, bon, je passe. Mais donc, maintenant, on a strictement limité les mandats présidentiels à 2, donc 10 ans. Eh bien, pour compenser, on a un vice-président qui va être la continuité du président antérieur et qui pourra lui-même se maintenir jusqu'à une dizaine d'années. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que le président actuel,
on peut lui choisir, théoriquement c'est lui qui choisit, hein, il peut se choisir un successeur. Au cas où il aurait un problème et qu'il ne pourrait pas terminer son mandat, il aurait un successeur non élu, nommé par lui, qui serait président de la République. Ce qui permet au régime Donc là, en fait, de donc se là, pérenniser. vous êtes dans l'hyper-présidentialisme. L'hyper-présidentialisme, parce qu'attention, on reprend juste un petit quelque chose de la Constitution américaine, mais on ne prend pas du tout le reste, hein, parce que dans la Constitution américaine, le vice-président, il est élu, je répète, il n'est pas nommé. Et dans la Constitution américaine, je rappelle, le président américain, il est responsable pénalement devant le Congrès par l'impeachment. Le président américain, il n'a pas l'initiative de la révision de la Constitution, le président américain. Qui a l'initiative de la révision de la Constitution aux États-Unis? C'est le Congrès, les législatures des États, le Parlement. Le président américain, il ne peut pas décider de référendum. Le président américain, toutes les nominations qu'il fait, elles sont contrôlées par le Sénat, qui peut s'opposer aux nominations du président américain, comme les nominations à la Cour suprême. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir, hein, vous allez voir, c'est public, hein, des séances au Sénat américain où les sénateurs entendent, par exemple, les juges à la Cour suprême que le président américain veut nommer, ils les questionnent, etc. Et après, ils disent oui ou non. Il peut être juge ou il peut pas être juge. On contrôle. Rien de ça en Algérie. Hein. Aux États-Unis, dans la Constitution américaine, c'est la Chambre des représentants qui est seule à l'initiative du budget, pas le gouvernement. D'accord, etc. Et, en fait, le président Wilson aux États-Unis qualifie le régime dit présidentiel, qui n'est pas présidentiel, de congressionnel. Pas tellement, le Congrès, il y avait un poids important. Et en fait, pourquoi on appelle ça régime présidentiel? Régime présidentiel qui n'est pas zaïmisme, un présidentialisme. Hein. On appelle ça régime présidentiel. Régime présidentiel et régime parlementaire sont deux régimes qui s'inscrivent dans la séparation des pouvoirs. L'un qui qualifie abusivement le régime présidentiel de séparation stricte des pouvoirs, l'autre de séparation souple, le régime parlementaire. Parce qu'en régime présidentiel, le président américain ne peut pas dissoudre le Parlement. Hein. Le président algérien, j'ai oublié de le rappeler, le président algérien peut dissoudre ad unitum sans condition, il peut dissoudre l'APN sans condition. Le président américain, il peut dissoudre aucune des deux chambres du Parlement américain. Le président américain, il a 1000 fois moins de pouvoir que le président algérien actuel, 1000 fois moins. En droit, hein, je ne dis pas en termes de puissance mondiale. Oui, je comprends. Et en plus, le président américain, il est concurrencé, parce que c'est un État fédéral, donc il est concurrencé par les gouverneurs et les parlements des États. Vous avez vu Trump actuellement, par exemple, Trump, il n'est pas spécialement, enfin, j'ai pas trop suivi, mais il n'est pas spécialement pro-confinement. Et il s'oppose aux politiques faites par les gouverneurs au niveau local. Mais il ne peut rien faire contre ces gouverneurs. Parce qu'il y a une séparation en parlant, je vais juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Supposons que ce référendum sur le projet de la nouvelle constitution ou de l'amendement constitutionnel actuel en Algérie, dans le cas où le référendum, la majorité refuserait ce projet, quelle est l'initiative à prendre ou, Alors, ce que vous me dites, c'est que se passerait-il s'il n'y a pas de référendum? Ouais. Non, si le référendum ait lieu, mais que le projet actuel du nouveau président de la République algérienne soit refusé. Alors, historiquement, hein, si vous regardez les référendums algériens, généralement, ils sont approuvés à 99%. Et quelque chose me dit qu'il va être approuvé à une autre, je ne sais pas, hein, je ne veux pas préjuger, mais historiquement, quand on suit la tradition algérienne, il risque d'être approuvé très majoritairement. Parce qu'en réalité, ça n'est pas un référendum, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas un référendum décidé par la base, par le peuple. C'est un plébiscite bonapartiste, césariste. D'accord? Dans les régimes autoritaires, on utilise ce type de... C'est par exemple le général de Gaulle qui utilisait ça. C'est ce qu'on appelle le référendum césariste. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas tellement aux gens de s'intéresser, de valider ou non la révision constitutionnelle, on leur demande de se prononcer sur le président de la République, s'ils approuvent ou pas sa politique, s'ils approuvent ou pas sa personne. D'ailleurs, le général de Gaulle, en 1969, il avait perdu un référendum, plébiscite, mais là, en tout cas, on n'avait pas trafiqué les élections, et il a démissionné, parce qu'il avait considéré que c'était pas seulement contre le référendum, contre la politique proposée par le référendum que les Français s'étaient opposés, mais contre lui-même, donc il a démissionné. Donc, c'est ce qu'on appelle un plébiscite. Donc, c'est fort peu probable, hein, déjà, que ce plébiscite, en termes de réalisme politique, s'ils le font, c'est très peu probable qu'il soit rejeté. Hein. On peut espérer un beau score, comme précédemment.
j'ai plus les chiffres exacts en tête. La Constitution de 96, vérifiez, hein, j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais elle a dû être approuvée officiellement, à 80%, avec un taux de participation autour des 80%. J'ai plus les chiffres exacts. Autour de 80%, chiffre officieux de participation, officieux. Vous retrouvez ça dans l'annuaire de l'Afrique du Nord, autour de 35% de participation en réalité. Donc, je sais pas. Il n'y a pas grand-chose à escompter là-dessus. Hein, D'accord, d'accord. Très bien. On va directement à l'autre question. Et pour vous, Monsieur Matsensen, cet avant-projet de constitution comparé à toutes les constitutions qu'a connues l'Algérie à travers le temps, témoigne, à votre avis, est-ce que témoigne-t-il d'une volonté de changement comme c'est défendu le régime actuel, ou peut-être d'une volonté de renouvellement comme cela est aperçu par le Harak algérien? Ah non, je suis pas sûr que le Hirak ait l'impression qu'il y a une quelconque volonté de changement dans ce projet de constitution. Hein. Alors là, je parle pas pour, mais je j'ai pas l'impression qu'il y ait quiconque dans le Hirak qui a un quelconque espoir dans ce projet de révision constitutionnelle. Sinon, j'ai raté un épisode. Parce que ce projet de révision constitutionnelle, comme je l'ai dit, il s'inscrit directement, totalement dans la continuité des projets de révision antérieurs. 1996, ils ont fait la même chose. 2016, ils ont fait la même chose. D'un côté, ils proclament des droits et libertés fondamentales qui paraissent très beaux comme ça sur le papier, mais qui en réalité ou bien sont inapplicables, ou bien connaissent de telles exceptions qu'elles vident de leur substance ces principes-là. Et de l'autre côté, ils raffermissent l'autoritarisme. En 96, qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple? Le multipartisme. Je vous donne un exemple. Le multipartisme, il a été créé en 89, à travers les associations à caractère politique de la Constitution de 89. C'était pas clair à l'époque, en 89. C'est devenu clair avec la loi du 5 juillet 89. Et la Constitution de 96, elle a consacré ce multipartisme beaucoup plus clairement. 96. Mais d'un autre côté, la Constitution de 96, elle a créé le tiers présidentiel. C'est-à-dire une mesure qui vise à restreindre, si vous voulez, l'APN, élu au suffrage universel direct, la chambre basse du Parlement. Et en 2016, en 2008, même chose. En 2008, par exemple, on a créé ce qu'on appelle des, c'est pas très beau comme expression, mais des quotas de femmes. C'est-à-dire qu'aux élections locales et nationales, chaque liste doit compter un certain nombre de femmes présentes sur les listes. Alors ça peut paraître très beau. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait en 2008? On a fait la suppression de la limite des 2 mandats présidentiels. Vous voyez? Ils font ça à chaque fois. D'un côté, ils mettent en avant des beaux principes, et de l'autre côté, ils raffermissent l'autoritarisme. Et là, en 2016, ils raffermissent l'autoritarisme comment? En maintenant l'essentiel des dispositions autoritaires, dans la droite continuité avec la Constitution de 1976, qui est à l'origine de la Constitution actuelle. Donc, ils raffermissent l'autoritarisme de la Constitution avec le poste de vice-président. Et de l'autre côté, ils proclament des beaux principes pour acheter, comment vous dire, pour draguer, si vous voulez, pour draguer différents courants au sein de la population. Par exemple, les violences faites aux femmes, les mouvements féministes. Tamazirt qui ne peut pas être, aucune révision de la Constitution ne peut porter sur Tamazirt. Ça, c'est pour draguer le mouvement culturel berbère. La liberté de culte, qui est plus fortement proclamée dans l'absolu, c'est très bien, hein, qui est plus fortement proclamée dans la Constitution actuelle. Ça, c'est pour draguer notamment les institutions internationales. Pour leur dire, vous voyez, nous, on protège nos minorités, etc. Vous voyez? Et de l'autre côté, en douce, on sécurise le régime. D'ailleurs, même selon la première partie du Bayen de 1er novembre, ça a défendu ça a défendu les minorités sociales et a appelé à rejoindre le mouvement révolutionnaire de l'époque. Justement, Monsieur Massensen, pardon, vous avez défendu le projet de la constituante depuis le début. Pensez-vous qu'il est toujours opportun de parler de la constituante et qu'elle représente toujours une alternative viable pour réécrire la Constitution? Mais c'est-à-dire que la constituante est la seule alternative possible depuis le début. C'est mathématique. Hein. Quiconque a fait du droit ici, et je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit, le sait très bien. Qui rédige la Constitution? Qui est le souverain? On a revendiqué les articles 7-8 lorsqu'on marchait. Les articles 7-8, la souveraineté appartient au peuple, pas au président de la République. Donc, qui décide de la révision de la Constitution? Mais il faut juste préciser. C'est le peuple, pas le président de la République. Et comment le peuple décide de la révision de la Constitution? Il élit ses représentants au sein d'une assemblée constituante. L'assemblée constituante, c'est quoi l'intérêt? Un président de la République,
même s'il est réellement élu démocratiquement, le président de la République, il ne représente qu'une tendance politique de la population. Un président de la République, en démocratie, il fait généralement pas plus de 25% au premier tour. 25%. Regardez les grandes démocraties, ça fait pas plus de 25%. Il n'y a qu'en Algérie où les présidents de la République sont élus au premier tour. Hein. C'est à part. Allez savoir pourquoi. Donc le président, il représente une minorité politique. Un seul courant politique. Il divise. Le président de la République, il représente qu'un sexe. C'est un homme ou c'est une femme. Un président de la République, il représente une compétence particulière. L'homme providentiel, ça n'existe pas en politique. Hein. Ça, c'est de l'associationnisme. Hein. Le président de la République, c'est pas... faut pas idolâtrer le président de la République. Il a une compétence limitée, c'est naturel. Nous tous, on a tous des compétences limitées. Le président de la République, il représente une région, il représente, voilà, etc., etc. Une assemblée constituante, elle représente tout le peuple. Vous avez plusieurs centaines de députés élus à la proportionnelle, c'est-à-dire qu'ils représentent à proportion de leur représentativité toutes les tendances politiques du pays. Avec la parité, il y a autant d'hommes que de femmes au sein de l'Assemblée nationale constituante. Avec des quotas de jeunes, on peut imposer sur les listes électorales que sur les 4 premiers candidats sur les listes, il y ait au minimum un jeune. On peut améliorer ça. Hein. On peut, par ailleurs, qu'on appelle ça, les députés, ils sont élus par wilaya. C'est-à-dire qu'ils représentent toutes les régions d'Algérie, à proportion de leur représentativité, bien sûr, en termes démocratiques. Tous les courants politiques sont représentés, les hommes et les femmes, les différentes régions du pays et les différentes compétences, parce que dans une assemblée constituante, il y a des médecins, il y a des juristes. Quand on dit le comité d'experts, un comité d'experts nommé par un président de la République, ça n'a rien de démocratique. Ça n'a rien de démocratique. Non, l'Assemblée constituante, c'est l'Assemblée des experts du peuple. C'est le peuple qui élit lui-même ses propres experts. Et dans une Assemblée constituante, donc il y a des juristes, effectivement, mais élus par le peuple. Il y a des syndicalistes, des militants syndicalistes, qui vont vouloir imposer dans la Constitution des droits fondamentaux, des droits créances, des droits économiques. Il y a des économistes, parce qu'il y a des questions économiques qui se posent dans une constituante. Et une constituante, elle ne doit pas représenter que l'élite de la nation, elle doit représenter le peuple dans son entier. Il faut qu'il lance. Et l'intérêt d'une assemblée, c'est qu'elle peut permettre cette représentation de l'entièreté du peuple, de ses classes sociales, de ses sexes, de ses régions, de ses tendances politiques, quand ils sont plusieurs centaines. C'est-à-dire qu'un seul président de la République, évidemment, il y a un défaut de représentativité manifeste. Le président de la République, par définition, c'est connu. Un président de la République, comment dire, ça divise la population par excellence. L'Assemblée constituante représente toute la population, elle la rassemble, elle l'unit. Le président de la République, ça clive par excellence, par définition, par essence. Et c'est pour ça que le mouvement national algérien a toujours revendiqué la constituante. Allez dans les textes du mouvement national algérien. Le mouvement national algérien, il n'a jamais demandé un président de la République. Jamais. Cherchez. Étoile nord-africaine, Parti du peuple algérien, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, Terre à Tabas, etc. Cherchez s'il vous parle de président de la République. Non. Il vous parle d'assemblée constituante. Le peuple réuni autour d'une table pour écrire lui-même sa propre loi fondamentale. Le hirak, justement, il est divers, il est varié. Hein, quand on est tous dans la rue, on est unis contre le régime. Mais on a tous chacun ses propres idées sur l'Algérie de demain. C'est naturel. Le hirak, il est divers par essence. Eh bien, pour représenter ces différents courants qu'il y a au sein du mouvement initié par le 22 février dernier, l'Assemblée constituante est par excellence l'occasion de tous les représenter, à proportion de leur représentativité. Je rappelle, le mouvement national algérien a toujours réclamé cette constituante, toujours. Hein. Les seuls qui se sont opposés à la constituante, c'est le régime actuel, en sortant une propagande grossière contre la constituante, qui ferait rire un étudiant en première année de droit immédiatement, hein, voire un enfant. Lorsqu'en 62-63, l'indépendance a été acquise, qu'est-ce qu'on a fait? On a été élire un président de la République? Non. On a été élire une Assemblée nationale constituante. Assemblée nationale constituante dont la souveraineté a été violée par le président du Conseil de l'époque, Ahmed Ben Bella, lorsqu'il a réuni des cadres du FLN au sein du cinéma Majestic pour adopter son propre projet de constitution qu'il a imposé à la constituante. Et ensuite, lorsque le colonel Boumedienne a fait son coup d'État en 1965, eh bien, il a acté
le scandale du cinéma majestique. Il l'a imposé dans la Constitution de 1976. Désormais, depuis 1976, seul le président de la République est à l'initiative de la révision de la Constitution. Pas de constituante, rien. Seul le président de la République. On a institué en 1976 le coup de force du majestique de 63. Procédure radicalement autoritaire. Tous les pays de l'ouest du bassin méditerranéen, dont fait partie l'Algérie, tous les pays de l'ouest du bassin méditerranéen, qui sont sortis d'un régime autoritaire. Pensez au Portugal. Le Portugal, il a connu 40 ans de salazarisme. La dictature de l'Estado Novo. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont fait tomber la dictature au Portugal dans les années 70? Une assemblée constituante. Les Espagnols, ils ont connu 40 ans de franquisme. Général Franco. Ils ont connu une guerre civile terrible, aussi terrible que la décennie noire des années 90 en Algérie. Aussi terrible. D'une violence, allez googliser, vous allez voir ce que c'est que la guerre civile des années 30 en Espagne, hein, c'est pas joli. Eh bien, lorsqu'ils sont sortis de la dictature, ils n'ont pas dit attention, non, il faut surtout qu'on aille élire un président de la République, qu'on mette les pleins pouvoirs à un roi, qu'on élise un dictateur. Non, ils ont fait une assemblée constituante. Alors pourtant que le peuple, on pouvait penser que le peuple espagnol pouvait être extrêmement divisé entre franquistes, communistes, trotskistes, etc., qu'on allait retomber dans la guerre civile. Non. Ils ont fait une assemblée constituante, ils ont fait l'une des constitutions les plus démocratiques d'Europe. Et au lendemain de cette assemblée constituante, dans les années 80, l'Espagne a connu un âge d'or. C'est avec un âge d'or culturel et économique. Barcelone, Almodóvar, etc. La France, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a fait, la France, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après le régime de Vichy, du maréchal Pétain? Une assemblée constituante, dont faisait partie Ferhat Abbas, d'ailleurs, celle de 1946. L'Italie, après le fascisme, elle a fait quoi? Elle a élu un nouveau dictateur, un Duce? Elle a remis les pleins pouvoirs à un nouveau Mussolini? Non. Ils ont fait une assemblée constituante. Les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2011, lorsqu'ils ont destitué Ben Ali? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va réélire un nouveau Ben Ali? Il nous faut un deuxième Ben Ali pour avoir une nouvelle dictature encore plus forte? Non. Les Tunisiens le savaient bien. Ils ont fait une constituante. Ils ont abrogé la constitution antérieure qui était dictatoriale. Ils l'ont abrogée. Ils ont mis en place deux petites constitutions provisoires. La première qui a gelé la constitution de 59 en Tunisie, et la deuxième en 2011, lorsque l'Assemblée constituante a été élue, qui a servi de petite constitution jusqu'à 2014, organisation provisoire des pouvoirs publics. Ils ont abrogé la constitution de 1959. Et nous, en Algérie, dans notre tradition historique, on a toujours revendiqué cette assemblée constituante. Ferhat Abbas, un éminent nationaliste s'il en est, premier président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. En 1976, alors que le colonel Boumedienne préparait pour légitimer son régime une nouvelle constitution, exactement comme ce qui se passe actuellement. Constitution non pas rédigée par le peuple ou par une assemblée constituante, mais par un comité d'experts. Ils font la même chose depuis le début. Ferhat Abbas, qu'est-ce qu'il revendiquait, Ferhat Abbas? Il revendiquait l'élection d'un dictateur, d'un président de la République? Non. Ferhat Abbas a revendiqué Ferhat Abbas avec Ben Youssef Ben Khedda, avec le Shir Khayardin des Oulémas, soutenu par le FFS d'Aït Ahmed, soutenu par le PRS de Mohamed Boudiaf, qui est le fondateur du FLN en 54, il a revendiqué une assemblée constituante, le retour à la légitimité populaire, une assemblée constituante. Enfin, c'est évident, c'est mathématique. Hein. Mathématique. Et tous les étudiants en droit qui sont ici le savent très bien. On change de régime, on change de constitution. Et cette constitution, on ne la fait pas écrire par un dictateur. On l'écrit soi-même, par son assemblée constituante, par ses représentants. Et on fait en sorte, évidemment, parce que c'est une question qui est posée dans les questions que m'a remis Hayat, on fait en sorte que cette assemblée soit effectivement la plus représentative possible de nous, de sorte à ce qu'elle ne nous trahisse pas, parce qu'évidemment, le but, c'est pas que cette assemblée nous trahisse. Mais voyez aussi l'intérêt d'une constituante, c'est que un président de la République, qui est seul à l'initiative de la révision de la Constitution, il est seul. Il décide seul. Il peut faire des consultations. Les consultations, il est libre de les suivre ou pas. Il écoute. C'est le roi, en fait. Le roi qui consulte son conseil. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, oui, non, d'accord, ben, je ferai comme ça. Voilà. Une assemblée constituante, ça marche par le vote, la démocratie. Il y a un débat. Il y a une majorité, il y a une minorité au sein de la constituante, du Parlement en général. Et il y a une opposition, du coup. Il y a une opposition démocratique à la majorité. Et on discute. Et on fait des... comment on appelle ça? On fait des... parfois, on fait des... Comment dire? On fait des concessions.
etc., etc. Mais c'est pas un homme seul qui décide pour le pays. Dans sa grande magnanimité, un homme qui aurait toute la science possible pour écrire une constitution. Une petite parenthèse là-dessus, justement. Brièvement, honnêtement, monsieur Massensen, à votre avis, bien sûr, est-ce que vous pensez vraiment qu'une constituante saurait gérer la conjoncture actuelle du pays, surtout que nous savons tous que l'Algérie connaît un peu des crises, c'est pas l'Algérie spécialement, mais les pays frontaliers connaissent des crises sécuritaires avec la nouvelle crise sanitaire mondiale qui est le Covid-19 actuellement. Est-ce que vraiment une constituante saurait gérer ça? Oui, oui. Alors là, évidemment, c'est très bien que vous mettiez en exergue cette question parce que c'est de la propagande du régime, hein, totalement. Hein. C'est bidon, hein, mais un simple étudiant en droit de première année pourrait répondre à ça. Hein. Parce qu'évidemment, 60 ans de zaïmisme. Parce que cette question-là, il y a tout le monde qui se la pose, donc je préfère. Regardez la Banque mondiale. La Banque mondiale, l'Algérie est classée. J'ai plus les chiffres exacts, vous vérifierez. Hein. Doing Business. Doing Business, c'est le classement de la Banque mondiale pour la facilité de faire des affaires en Algérie. L'Algérie est classée sur 190 économies mondiales à peu près 160e. 160e. J'ai plus les chiffres exacts, vous vérifierez. Pas loin de l'Irak et du Soudan. C'est-à-dire que l'hyperconcentration de la décision économique dans les mains du président de la République est d'une inefficacité économique patente. L'Algérie est encore les exportations algériennes sont encore monopolisées à 95% par les hydrocarbures. Voilà les effets positifs du zaïnisme. Il n'y en a aucun en réalité. Alors une constituante, comment ça marche? Effectivement, quand la constituante est élue, c'est pas le chaos dans le pays, puisque la constituante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nomme un gouvernement. Et le gouvernement, parce que c'est pas le président de la République qui dirige, c'est le gouvernement en termes dans l'exécutif. Eh bien, le gouvernement, c'est simple. Le gouvernement, il fait quoi? Le gouvernement, il assure l'ordre public. Il s'occupe des questions économiques. L'Assemblée, lorsqu'elle est nationale constituante, elle vote les lois économiques d'urgence, de moyens, de long terme. Elle vote le budget. Les plus grandes économies mondiales, c'est quoi les plus grandes économies mondiales? L'Allemagne en Europe. C'est quoi comme régime? C'est un régime zaïmiste? Non. C'est un régime parlementaire. Qui connaît le président allemand ici dans le chat? Vous pouvez googliser, bien sûr, mais bon. Hein, tout le monde connaît Angela Merkel, par contre. Angela Merkel n'est pas présidente d'Allemagne. Hein. Elle est chancelière, Premier ministre. Aux États-Unis, première puissance économique mondiale, c'est pas le président américain qui dirige la politique américaine, c'est le Congrès. C'est le Congrès qui a l'initiative du budget. C'est la Chambre des représentants qui a l'initiative du budget. Seule l'initiative du budget. Donc, c'est une blague en fait. C'est de la propagande grossière du régime. Grossière. Il y a un gouvernement. Dès que la constituante est mise en place, il y a un gouvernement qui est choisi par cette constituante et qui gère les problèmes d'ordre public et l'Assemblée continue à voter les lois économiques d'urgence, de moyens, de long terme, sans aucun problème. Et c'est d'autant plus efficace pour l'économie que ici, on a un gouvernement qui est légitime, qui est démocratique, donc qui est respecté à l'étranger. Vous voyez? D'accord. On ne va pas essayer de corrompre telle ou telle personne du gouvernement parce qu'on sait qu'automatiquement, ça va créer un scandale dans le pays, que le gouvernement va être renversé, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste quelques exemples. Hein. Du coup, l'Espagne, après sa constituante des années 70, elle a connu une forte croissance économique. Je vais donner cet exemple-là. L'Italie, elle a connu des 30 glorieuses. La Tunisie, c'est vrai qu'elle a des problèmes, mais ça n'a strictement rien à voir avec la constituante. Ça aurait été la constituante ou un autre dictateur, ça aurait été la même chose. Parce que la Tunisie, c'est un pays qui n'a pas de pétrole et de gaz comme l'Algérie. C'est un pays qui est dans la mondialisation. Et la Tunisie, c'est un pays qui est concurrencé par les pays d'Asie du Sud-Est, etc., notamment par exemple pour le textile. Et donc, il se trouve avoir des problèmes économiques, en effet, mais en raison de la mondialisation. Pas du tout en raison de la constituante. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la pure propagande. Et juste, je tiens à dire encore une fois pour terminer, le paradoxe de la propagande du régime, prenez le Maroc. Le Maroc n'a jamais connu de constituante. Pourquoi? Parce que le Makhzen s'est toujours opposé. Le Makhzen s'est toujours opposé à la constituante parce qu'elle risquait de concurrencer le roi dans sa légitimité. Donc au Maroc, ils n'ont jamais eu de constituante. Elles ont toutes été promulguées par référendum, par le haut, toutes, plébiscite.
Mais en Algérie, on est quoi? Dans une république ou une monarchie? Question. Officiellement, Et une le modèle république. qu'on suit actuellement, pour terminer, c'est le modèle français. C'est la Constitution française de 1958. En 1900, la tradition française républicaine, c'était la constituante. En 1958, vous vous souvenez, il y a la guerre d'Algérie. Et le 13 mai 1958, l'armée française prend le pouvoir en Algérie contre le Parlement qui est à Paris. Parce qu'elle craint que le Parlement ne veuille négocier, le gouvernement ne veuille négocier avec le FLN, sur l'indépendance. L'indépendance. Non, elle prend le pouvoir. 13 mai 1958. Et là, le général de Gaulle revient au pouvoir sous la pression d'un coup d'État militaire français depuis l'Algérie. Le Parlement investit le général de Gaulle, qui devient président du Conseil, et donne au gouvernement du général de Gaulle la possibilité d'élaborer une nouvelle loi constitutionnelle, de réviser la Constitution. Eh bien, le gouvernement du général de Gaulle va effectivement faire une nouvelle Constitution qui ne sera pas élaborée par une constituante et qui va être adoptée par un plébiscite, un référendum, mais sans que le peuple ait eu la possibilité de rédiger lui-même cette Constitution-là. Donc la 5e République en France n'est que de la poudre aux yeux. À l'époque, bien sûr. La 5e République, en tout cas, elle souffre d'un grand problème, d'un grand problème de déficit de légitimité démocratique, en raison de la façon dont elle a été écrite, et qu'elle n'est pas issue d'une constituante, mais elle est issue d'un plébiscite césariste, et parce qu'en plus, c'est une autre histoire ça, mais est apparu au cours de la 5e République, ce qu'on appelle le fait majoritaire. Alors c'est pas comme en Algérie. En Algérie, nous, on a les élections à la Nejlen. C'est-à-dire qu'on a des élections, vous comprenez ce que ça veut dire. Et les élections ne sont pas très fiables. En France, c'est différent. En France, ils ont le système majoritaire, ils n'ont pas la proportionnelle système majoritaire, qui fait, c'est subtil, hein, mais qu'un parti qui représente que 25 à 30% des voix a plus de 50% des députés à l'Assemblée nationale, et qui fait qu'en réalité, le chef de la majorité, de la majorité parlementaire n'est pas le Premier ministre, comme c'est le cas dans la Constitution française, mais le président de la République. Et donc, vous avez une pratique présidentialiste qui s'est imposée en France. Voilà, depuis 58-62. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, le fait majoritaire apparaît en 62. Mais nous, en Algérie, on a copié ce modèle français de 58. La Constitution élaborée par le haut et adoptée par un plébiscite. Et le paradoxe ultime des zaïmistes, c'est que c'est très étrange parce qu'ils sont prompts à voir la main de l'étranger partout. Quand on parle de constituante, ils voient la main de l'étranger. Le paradoxe, c'est que cette constituante elle a toujours été revendiquée par le mouvement national algérien et que le modèle qu'ils reprennent, c'est le modèle français. Le modèle de la Constitution, enfin le modèle français de 58, hein, pas antérieur, le modèle français de 58 qui est la Constitution élaborée par le haut, imposée par un plébiscite. Il faut savoir, que veut-on, quoi? Est-ce qu'on veut écrire nous-mêmes la Constitution ou est-ce qu'on veut subir une Constitution? C'est simple, hein, le débat est simple. D'accord, très bien. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Massensen, une assemblée constituante ou nationale constituante est une assemblée de représentants élus. Cela pose le problème classique de la démocratie et tout, représentative, pardon, à savoir la reproduction des élites. D'aucuns pensent que la classe politique actuelle sera privilégiée dans ce genre de processus et on risquera donc de reproduire la même classe et donc de faillir à l'objectif principal qui est d'écrire une constitution qui défend les intérêts du peuple et qui protège ces intérêts-là, justement. Donc, que répondez-vous à cela, s'il vous plaît? Non, tout à fait, tout à fait. Mais pour éviter justement ce monopole de la classe politique actuelle, bon, déjà, il y a quelque chose de simple. Hein. De toute façon, s'il y a demain un réel changement démocratique, moi, je l'ai entendu aussi bien à Alger qu'à Oran, hein, tout le monde revendiquait, par exemple, l'interdiction du FLN et du RND. Donc déjà, on doit commencer par là. On doit interdire ces partis politiques, tout simplement. C'est ce qu'ils ont fait en Tunisie immédiatement après la chute de leur dictateur. Hein. Ils ont interdit le RCD tunisien, qui était à peu près le parti unique tunisien. Il n'y avait pas de parti unique. C'était à peu près la même chose. Donc on doit interdire ces partis politiques-là. Par ailleurs, immédiatement, lorsqu'il y a cette transition-là, eh bien, on donne la possibilité, on crée une nouvelle loi sur les partis politiques et on donne la possibilité à de nouveaux partis politiques d'émerger.
Et comme l'élection se fait à la proportionnelle, cela favorise les nouveaux partis politiques. On le voit dans certains pays comme l'Italie, par exemple, qui ont la proportionnelle. D'une législature à une autre, du jour au lendemain, on a des nouveaux partis politiques qui apparaissent. Ça, c'est favorisé par la proportionnelle. D'accord? Parce qu'automatiquement, durant cette période de transition, il y a des nouveaux partis politiques qui vont émerger. C'est automatique. C'est automatique. Ensuite, comme j'ai dit, il y a des éléments de démocratie réels qu'on peut imposer, comme la parité entre hommes et femmes, les quotas de jeunes, ça c'est pour représenter la population dans sa réalité, le vote par wilaya, mais ça pose pas de problème. Et alors, parce qu'effectivement, c'est ce que disait Montesquieu au XVIIIe siècle. Il disait l'élection, enfin il disait à peu près ceci, de tête, que l'élection c'est l'occasion en fait d'élire l'élection a quelque chose d'aristocratique. Parce que quand vous votez réellement, quand vous votez lors de véritables élections, vous votez généralement pour une élite, entre guillemets. D'accord? Vous votez pour des gens qui savent bien parler, qui savent s'exprimer, qui maîtrisent un certain nombre de codes. D'accord? De codes politiques, etc., etc. Et le problème, effectivement, d'un parlement où il n'y aurait qu'une élite et où la réalité de la population serait absente, le problème d'un tel parlement, c'est qu'il manquerait effectivement de représentativité, qu'il risquerait de ne pas réellement consacrer les revendications du peuple, mais en réalité ses propres revendications en tant qu'élite. Il y a un système, parce qu'il y a un système à côté, et on peut mettre différents modes d'élection pour l'Assemblée constituante. Il y a, pour Montesquieu au XVIIIe siècle, la démocratie, c'est le tirage au sort. Parce que pour Montesquieu, quand vous tirez au sort, tout simplement, vous allez sur les listes électorales d'une wilaya, il y a tant de femmes, il y a tant d'hommes, faut tirer au sort une moitié de femmes, moitié d'hommes, évidemment, faire en sorte que ce ne soient pas des gens condamnés à de la prison ou autre, etc., pour des crimes et autres qu'on prévoirait dans la loi électorale. Et puis on tire au sort, et là, avec le tirage au sort, vous avez la réalité de la population qui est représentée. La femme de ménage, le paysan, l'ouvrier, qui sont des gens qui sont défavorisés généralement par le vote, par l'élection, parce qu'ils n'ont pas les codes, entre guillemets, de la politique. Et avec le tirage au sort, du coup, vous pouvez avoir un parlement dans lequel vous avez d'un côté, par l'élection, l'élite, entre guillemets, et de l'autre côté, vous avez la réalité de la population. Le chômeur, tiens, par exemple. Vous avez des chômeurs qui sont très actifs en Algérie à travers l'association des chômeurs, par exemple. Eh bien, ça permet de représenter, parce que ces gens-là, ils existent réellement dans le pays. Mais avec l'élection, ils ont très peu de chances d'être représentés, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les codes de la politique. Eh bien, avec un tirage au sort, tous ces gens-là sont représentés. Et ce qui peut être bien dans une assemblée comme ça, on a d'un côté des gens élus, une élite, entre guillemets, et de l'autre côté, des gens tirés au sort, la réalité de la population. Eh bien, c'est qu'on a une confrontation positive entre l'élite et la réalité de la population qui vient, les classes sociales les plus défavorisées, qui viennent rappeler la réalité du pays profond, à cette élite, entre guillemets. Et ça peut être très bien, très positif dans une assemblée constituante, effectivement, un parlement général, d'avoir les deux présents en même temps. Par ailleurs, au-delà de cela, il faudra faire très attention lors des débats qui précéderont l'élection de cette assemblée constituante à ce que soit bien débattue la question de la souveraineté populaire. C'est l'une de nos revendications principales, majeures depuis le 22 février. Pourquoi il n'y a pas de souveraineté populaire en Algérie? Lorsque le président antérieur, par exemple, par un décret du 11 mars 2019, a supprimé les élections à venir, a annulé les élections à venir et a prorogé par la même occasion son 4e mandat. Pas d'élection, il prolonge son propre mandat. C'était manifestement contraire à la souveraineté du peuple. Mais qu'est-ce que nous, peuple, pouvions nous faire? Puisqu'on est proclamé souverain, on ne pouvait strictement rien faire constitutionnellement parlant. En Algérie, il n'y a pas de référendum révocatoire, comme en Californie, par exemple. C'est le gouverneur de Californie, en 2003, il a été révoqué, et du coup, c'est Arnold Schwarzenegger qui l'a remplacé.
C'est un modèle qui existait dans les pays socialistes, en Yougoslavie, en URSS. Ça existe dans un certain nombre d'États américains, ce qu'on appelle le recall, le référendum révocatoire. Le peuple peut révoquer ses propres élus. Ça n'existe pas en Algérie. Le peuple n'est pas souverain. Lorsque, à partir du 2 avril, on a eu l'application de l'article 102 et qu'on était dans la rue en train de revendiquer la non-application de cet article 102, qu'on refusait les élections présidentielles qu'on nous imposait, on pouvait tourner en rond, sortir les articles 7, 8, etc. C'est des proclamations formelles. Il n'y a aucune matérialisation de ces articles dans la Constitution algérienne. Il n'y a pas de référendum d'initiative populaire. On n'aurait pas pu, durant cette période, par exemple, nous-mêmes décider, dans leur Constitution, décider que par un référendum, on imposerait nous-mêmes un référendum. Imaginons, je sais pas, on dit 500 000 Algériens signent une pétition. Et cette pétition, c'est pas seulement une pétition, puisqu'elle impose obligatoirement, au terme de ces 500 000 signatures, que la proposition qu'elle contient va être passée par référendum. Donc, par exemple, la non-application de l'article 102, la mise en place d'une assemblée constituante, etc., etc. Il n'y a pas ça dans la Constitution algérienne. Ça n'existe pas chez nous. Ça existe en Suisse, ça existe dans des pays comme ça. Ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de souveraineté du peuple. C'est une blague. C'est formel. Formel. Formel, si vous voulez, vous traduisez ça par blague. Voilà. Ça n'existe pas. C'est écrit, mais tous les autres articles de la Constitution contredisent cette disposition-là. Lisez l'article 8, alinéa 1er. Le pouvoir constituant appartient au peuple. Ah, c'est génial. Tout à fait. Sauf que alinéa 2, alinéa 3 et alinéa 4, cette souveraineté nationale qui appartient au peuple s'exerce par la voie, via les institutions qu'il se donne, via ses représentants, via le référendum qui est uniquement à l'initiative du président de la République. Donc, c'est pas un mode de démocratie directe. Et qui dispose du référendum? Article 8, alinéa 4, le président de la République. Il n'y a aucune démocratie directe en Algérie. Le peuple n'est pas souverain. Il doit passer par ses représentants. Pourquoi je dis ça? Ça va être très important, je m'explique. L'article 7, alinéa 2, la souveraineté nationale appartient au peuple. Vous savez d'où ça vient? L'article 7, alinéa 2 de la Constitution algérienne, c'est un copier-coller de la Constitution française de 1946, qu'a reprise elle-même la Constitution de 1958. L'article 3 des Constitutions françaises de 1946 et 1958. Donc on a fait un copier-coller. La souveraineté nationale appartient au peuple. Vous connaissez tous cet article, vous l'avez tous entendu lors des manifs. À l'époque, lors de l'Assemblée nationale constituante française de 46, j'y peux rien, ça vient de la Constitution française. Je suis obligé de vous expliquer. Je ne vais pas vous dire que ça vient du profond du nationalisme algérien, c'est un copier-coller. La souveraineté nationale appartient au peuple, c'était un débat entre deux parlementaires. Paul Bastide, qui était partisan de la souveraineté nationale, qui était un spécialiste de la BCIS, et un autre député qui avait été professeur de droit à l'université d'Alger et qui était partisan de la souveraineté populaire. Eh bien, pour concilier ces deux députés, on a dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. On réconcilie souveraineté nationale et souveraineté populaire. Qu'est-ce que ça signifie, souveraineté nationale et souveraineté populaire? Pour être rapide, la souveraineté nationale, c'est le régime représentatif. C'est ce qui a été proclamé dans la Constitution française de 1791. La souveraineté populaire, c'est le suffrage universel, tout le monde vote. C'est aussi la démocratie directe. C'est ce qu'on a retrouvé dans la Constitution française de 1793, la constitution la plus révolutionnaire. Et donc, on a voulu concilier en 1946 ces deux théories constitutionnelles de souveraineté nationale et souveraineté populaire, régime représentatif et démocratie directe. Le problème en France, comme en Algérie, puisqu'on a copié-collé, donc c'est pas, voilà. Le problème, c'est qu'on proclame un mix de régime représentatif et de démocratie directe, mais il n'y a pas de démocratie directe ni en France ni en Algérie, puisque le peuple n'a pas l'initiative du référendum dans les deux pays. Donc formellement, le peuple, c'est écrit dans la Constitution. La souveraineté nationale. Pour vous, c'est juste un principe fondamental constitutionnalisé qu'on ne peut guère appliquer sur terrain. Qui est contredit par les autres dispositions de la Constitution. Aussi bien en France qu'en Algérie, puisqu'on a copié-collé. Donc, c'est pas un scoop. Et donc, le débat, pour que ne puisse plus jamais arriver ce qui s'est passé en 2019, il faut que le peuple décide par lui-même. Et pour décider par lui-même, il faut qu'il obtienne le référendum d'initiative populaire. Qu'il puisse décider lui-même par référendum, suite à un certain nombre de signatures, de réviser la Constitution, de mettre au vote des lois.
d'abroger des lois, de révoquer des élus. Ça existe dans plein de pays, hein, c'est ce dont je parle. Hein. Mais le complexe du colonisé fait que l'Algérien, malheureusement, souvent, ne regarde comme seul modèle la France. Et le problème, c'est que la France, vous l'avez vu en 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est un pays qui souffre d'un grave déficit de démocratie. Alors, pas comme en Algérie, on ne trafique pas les élections en France, c'est autre chose. C'est que le mode de scrutin, le fait qu'il n'y ait pas de référendum d'initiative populaire, etc., font qu'il y a des graves problèmes de dysfonctionnement démocratique. Prenez tous les autres pays autour de la France, prenez l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, sont des démocraties qui sont beaucoup plus saines que la démocratie française. Beaucoup plus saines. La France est quand même une démocratie, d'ailleurs qu'on ne trafique pas les élections dans ce sens-là. Hein. Mais elle souffre de graves déficits depuis la Constitution de 58, du général de Gaulle, de déficit de légitimité démocratique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde toujours la France. Mais allez regarder l'Italie, allez regarder l'Allemagne, allez regarder la Suisse. Vous connaissez le président suisse? Vous le connaissez? Personne ne le connaît. Parfois même les Suisses ne le connaissent pas, parce qu'il n'y a pas de président en Suisse. Il y a un directoire. Ils sont 7. Ils sont 7 à la tête du pays. Et le président, qui est symbolique, qui est un primus inter pares, il est nommé par le Parlement suisse au sein de l'exécutif collégial pour 1 an. 1 an. Et je pense qu'ils ont tous 1 an d'intervalle entre les mandats. Et voilà, ils ne peuvent pas se représenter, ils ne peuvent pas être élus la fois suivante, exactement. Et la Suisse, quand même, c'est pas un pays sous-développé, hein, jusqu'à dernière nouvelle. Économiquement, ça tient debout. Hein, il y a même beaucoup d'Algériens qui vont là-bas. Donc, dont un ancien président. Et pourtant, on ne s'inspire pas de leur modèle. Alors, quand on nous dit que c'est le chaos, etc., il faut arrêter, quoi. La Californie, c'est l'un des pays au monde où il y a le plus de référendums, d'initiatives populaires faits par le peuple, pas faits par le gouverneur, par le peuple. La Californie, c'est l'État le plus riche des États-Unis, le plus peuplé. C'est la 5e puissance mondiale à elle seule. Elle seule. Vous enlevez la Californie, vous la mettez toute seule. C'est l'une des principales puissances mondiales. Il y a des dizaines et dizaines de référendums d'initiatives populaires par an. Donc il faut qu'on impose ça dans le débat, absolument. Effectivement, il ne faut pas que les politiques, les représentants politiques, s'accaparent la souveraineté du peuple. Parce qu'attention, et justement ce que vous disiez, vous l'avez bien dit. Vous l'avez très bien dit. Attention, il ne s'agit pas de passer, je vous ai distingué la souveraineté formelle de la souveraineté matérielle. La souveraineté formelle, on proclame le peuple est souverain, c'est bien beau tout ça, mais c'est totalement faux quand on lit le restant de la Constitution. En Algérie, c'est le président de la République qui est souverain, matériellement. Quant à qui est réellement souverain, c'est encore une autre question. Mais matériellement, c'est le président de la République. Il ne s'agit pas de remplacer le président de la République par le Parlement. De dire c'est plus le président de la République qui est souverain, mais c'est le Parlement. Non, ça doit être le peuple qui est formellement et matériellement souverain. Et pour ça, il faut qu'on impose ça dans le débat. On l'a déjà fait, hein. On l'a fait puisque depuis le 22 février, on sort tout le temps avec cette magnifique revendication de la souveraineté du peuple. Eh bien, ne la proclamons pas seulement formellement, matérialisons-la dans la Constitution. Et ça, il faut l'imposer dans le débat politique. Il faudra voter pour des représentants qui s'engageront à matérialiser cette souveraineté du peuple lors de la Constitution. Car cette Constitution, qui sera élaborée par la Constituante, elle pourrait être révisée par le peuple, par la suite. Elle devrait être adoptée par le peuple déjà par référendum, et elle pourrait être révisée par le peuple par la suite. La Suisse connaît ça depuis 1891. Hein, 1891. Au 19e siècle, à une époque où il n'y avait pas Internet, pas de vote électronique, tout ça. Hein. Justement, là, nous sommes vraiment toujours dans l'optique de l'hyper-présidentialisme. Donc, un aspect fondamental dans une constitution qui se trouve une des revendications essentielles du mouvement populaire est la séparation des pouvoirs dans la garantie de l'indépendance de la justice. Que répondez-vous à ceux qui craignent qu'une assemblée élue et populaire n'aboutisse pas vraiment à une constitution qui consacre cette séparation? Et comment pourrions-nous ou pourrait-on la garantir? Cette séparation du pouvoir, des pouvoirs, pardon. D'accord, allons-y. Alors, il y a en fait beaucoup de choses à rappeler sur le principe de séparation des pouvoirs. Parce qu'il y a différents aspects du principe de séparation des pouvoirs.
Il y a des aspects intéressants et sans doute d'autres aspects qui sont moins intéressants. Le principe de séparation des pouvoirs, en fait, c'est un principe qui donne lieu à mille et une interprétations différentes. Notamment, par exemple, la dichotomie traditionnelle, fausse d'ailleurs, entre séparation stricte des pouvoirs et séparation souple des pouvoirs. L'une, la séparation des pouvoirs au XVIIIe siècle, puisque c'est à cette époque que ça a été créé, hein, le principe. La séparation des pouvoirs, il faut déjà l'entendre dans un sens négatif. Négatif, pas négatif péjorativement, hein, négatif, dans ce sens que la séparation des pouvoirs, sans rentrer dans une définition particulière, ça signifie tout simplement ne pas concentrer tous les pouvoirs sur un même organe. Positivement, la séparation des pouvoirs, vous m'entendez toujours? Allô, allô? Je vous entends, mais je ne vous vois pas par contre. Azul, je suis là. Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. D'accord. Donc, essayez juste de sortir, s'il vous plaît, et de rentrer sur le même lien, comme tout à l'heure. D'accord, je ressors et je rentre. Ouais. Bon. تسمحوا لنا برك سيت باسكو خاطيه شويه ني انفورماتيك ني ريزو سوسيو. استغفر الله. وي دقيقه برك باسكو il a eu un problème technique مال الناس. دقيقه برك دوك يولي. Voilà, normalement, là. Oh. Allô? Allô? Vous m'entendez toujours? Allô, allô? Je vous vois toujours pas. يعني كي قريب نكملوا اللايف صارت بوستيشن.